Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live. Ce soir, nous allons parler de dons d'ovocytes avec le docteur Malafré de l'Institut Marquès à Barcelone. Bonsoir tout le monde, je vous laisse vous connecter. Je vois que Anna a rejoint la vidéo, je vais donc l'inviter de suite. Tac. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, c'est un live, comme je l'ai dit précédemment, sur le don d'ovocytes. On répond à toutes vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Coucou Anna, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toi, ça va? Super. Tu Donc m'entends bien? Oui. avant, ce soir, on parle de don d'ovocytes. Et du coup, on répond à toutes les questions, enfin surtout toi en tant que gynécologue experte PMA, toutes les questions sur le don d'ovocytes. Exactement. Exact. Donc en fait, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est qu'on allait régulièrement faire des lives comme celui-ci, à peu près tous les 2 mois. Voilà, on va faire des lives sur un sujet précis. Donc si vous avez des envies particulières, il ne faudra pas hésiter à nous le dire. Et du coup, Anna, donc le docteur Malafré, sera là pour répondre à toutes vos questions. Du coup, je vais gérer les questions qui passent. Comme ça, toi, tu te concentres juste sur, sur les réponses de professionnels. Exactement. Alors, bon, Déjà, comme... te présenter. Oui, alors je vais me présenter. Alors, bon, moi, je m'appelle Anna, je suis docteur Malafré et je suis gynécologue à l'Institut Marquès sur Barcelone, que c'est une clinique de référence de PMA où on peut faire un peu tous les traitements, de la FIV, l'insémination. Mais surtout, on a une grande expérience par rapport aux dons d'ovocytes et aux dons d'embryons. Et c'est un peu le sujet qu'on va parler aujourd'hui, le don d'ovocytes. Et bon, je pense qu'on peut faire un peu un parcours de quoi s'agit-il, à qui est dirigé le don d'ovocytes. Alors, du coup, peut-être que je vais me présenter aussi, puisqu'on est en doublon là-dessus. Donc, moi, je suis Émilie, je suis coach de vie spécialisée en fertilité et PMA. Voilà, j'accompagne en fait. Clairement, j'accompagne les femmes dans leur parcours PMA. Je les aide émotionnellement, techniquement, pour l'organisation aussi, s'il y a besoin de se déplacer, pour répondre aux questions s'il y a des questions. Je ne suis pas médecin. Je ne remplace pas le médecin, mais parfois je peux expliquer certains jargons médicaux. Voilà, mais en tout cas, je conseille toujours de faire confiance à son médecin. Moi, je suis là pour vous accompagner à côté des protocoles médicaux qui sont indispensables. Voilà, et avec Anna, on a l'habitude de travailler ensemble. Et oui, et on Voilà. s'entend très bien et je pense qu'on fait une bonne Ouais. équipe. Alors bon, et surtout dans le but d'aider les patients, non, de mieux connaître et c'est bien de comprendre aussi les techniques, c'est pas facile souvent. Et, 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 et voilà, c'est pas facile de comprendre les techniques, c'est pas facile de comprendre. Enfin, vous voulez quand même un timing en gros pour les rendez-vous. Alors, prenez votre temps quand même, hein, vous faites attention, vous êtes bienveillant, mais voilà, des fois vous employez quand même des termes que les gens ne comprennent pas forcément. Donc moi je suis là en parallèle pour expliquer certains termes qui pourraient ne pas être compris. Voilà, chacun son métier, chacun sa spécialité. Voilà. Du coup, effectivement, comme tu disais, peut-être tu peux commencer par expliquer qui, quoi, comment. Alors, juste une précision, si vous avez des questions, il y a une petite boîte à questions, il y a un petit point d'interrogation en bas. Si vous posez les questions dans la boîte à questions, ça sera plus simple pour moi de les suivre et de poser les questions à Anna pour qu'elle puisse vous répondre en tant que professionnelle. Parfait. Bon, ben, je vous explique un peu qu'est-ce que c'est le don d'ovocytes et à qui est dirigé surtout. Ben, surtout, le don d'ovocytes, c'est une technique qui consiste à prélever des ovocytes chez une donneuse. D'accord? Les donneuses, ce sont des femmes, des jeunes femmes qui ont entre 18 et 34 ans. Donc, ça, c'est une technique qui marche très bien quand on a un souci à l'ovaire ou un souci lié à l'âge. Comme ça peut être la ménopause, l'insuffisance ovarienne prématurée, ou bien une diminution de la réserve ovarienne que ça ne nous permet pas de travailler avec, ou même parfois ça peut
aidé beaucoup aussi quand on a eu des traitements oncologiques avec une radiothérapie, une chimiothérapie qui a endommagé les ovaires. Et après, il y a une autre partie aussi de personnes qui sont concernées, que c'est ou les soucis génétiques, héréditaires, que parfois on n'a pas la possibilité de dépister le gène et on n'est plus partant pour changer l'ovocyte et l'origine génétique, ou aussi dans des cas d'échec de cycle de FIV précédent, qu'on ne sait pas la cause, mais on part toujours aussi pour changer l'ovocyte, puisque c'est la cellule la plus grande du corps humain, et c'est aussi elle qui a le plus de pouvoir de taux de réussite, non, par rapport à l'âge et par rapport à la cellule elle-même. Et ça, c'est les 5 raisons prioritaires pour lesquelles on pense à un don d'ovocyte. Là, il y avait une question, à quel type de femme ça s'adresse? Donc, tu as quand même répondu, du coup, là, dans ce que tu viens de dire, quoi. Oui, surtout les femmes, c'est ça. C'est des femmes qui sont en bonne santé, non? Parce que finalement, on ferait toujours un premier rendez-vous pour vérifier qu'on ne va pas risquer la vie de la femme avant de faire un traitement. Mais surtout, par rapport à la littérature médicale et l'âge, le don d'ovocyte est surtout conseillé à partir de 43 ans, d'accord? Parce que finalement, c'est la technique qui nous donne le plus de chances d'avoir le bébé à la maison et le moins de risques pour la patiente elle-même, puisqu'il n'y a pas de bloc opératoire. Et c'est aussi, comme je vous disais, un peu à toutes les femmes qui ont un désir de maternité, que pour X raisons, on l'a repoussé dans le temps et on arrive à un âge où bien on n'a pas les règles, où les ovocytes ne sont pas de bonne qualité, surtout parce qu'il faut être très conscient qu'avoir des règles, ce n'est pas forcément qu'on est fertile. C'est-à-dire la fertilité, elle diminue 10 ans avant de la ménopause. Et ça, c'est une idée que ce n'est pas très connu encore. Et bon, on nous pose toujours beaucoup de questions. Qui sont les donneuses, non? Il y a toujours cette question quand on fait les rendez-vous de qui sont les donneuses et pourquoi elles font le don, non? Parce que parfois c'est pas évident, mais c'est vrai qu'en Espagne, la loi du don de gamètes, elle date de 2006 et c'est une loi qui encadre très bien la technique. D'accord? Elle encadre très bien la technique en ce qui concerne aussi bien les donneuses que aussi bien les patientes qui vont faire le traitement, du point de vue que ça reste anonyme, le don est volontaire et le don est altruiste. C'est les 3 critères pour pouvoir faire un don, aussi bien, bon, là on parle du don d'ovocytes, mais aussi bien pour le don de sperme. Et c'est ça un peu quand on fait les entretiens qu'il faut vérifier déjà que le don a cette motivation altruiste. Après, bon, c'est un peu le côté culturel aussi de l'Espagne, je ne sais pas. On est le premier pays du monde dans le don d'organes, dans le don de sang et aussi dans le don de gamètes. Donc, il y a beaucoup de donneuses. Vous êtes généreux. Non, c'est un peu culturel, je pense. Parce que la loi, elle date de 2006 et je pense que c'est un peu moins tabou peut-être que dans d'autres pays où la loi, elle a passé plus tard ou dans d'autres pays que même c'est interdit encore. Non? Et après, les critères du taux de réussite, ben, c'est surtout ça, non? Les donneuses qui ont entre 18 et 34 ans, elles passent plein d'examens pour vérifier qu'elles sont en bonne santé. D'accord? On fait des examens du point de vue gynécologique, des examens analyse sanguin, frottis. On vérifie aussi la réserve ovarienne, le karyotype. Elles passent un entretien avec la gynécologue, avec la psychologue. Et tout ça, ça fait que finalement, il y a en moyenne un tiers des donneuses qui peuvent rentrer à participer dans le programme de donation parce que c'est aussi quand même très strict d'avoir ce bilan médical complet. Est-ce que je te laisse défiler ce que tu as à dire? Je sais pas. Parce qu'il y a déjà des questions. Donc, s'il y a des questions, ben, je t'écoute. Comme ça, c'est un peu plus... Alors, donc on avait en première question, le don d'ovocytes s'adresse à quel type de personne? Donc ça, du coup, on a dit que tu y avais répondu. Oui. Les chances d'accroche sont-elles identiques lorsque le transfert est fait sur cycle naturel ou cycle substitué? Alors, a priori, le taux de réussite par transfert par rapport au test de grossesse positif, c'est le même. C'est indépendant qu'on fasse le cycle naturel ou le cycle substitué parce qu'aussi, si on a des cycles réguliers, un peu plus de 25 jours jusqu'à 35, mais on peut faire un cycle naturel. Sinon, il faut faire un traitement, soit avec des cachets, soit avec des patchs. Mais le taux de réussite, c'est le même. L'intérêt
du cycle naturel, surtout, c'est pendant la grossesse. Parce qu'il semble que lorsqu'on fait notre propre ovulation, qu'on a notre propre corps jaune, il y a des molécules qui vont se produire, qui vont protéger la femme elle-même de l'hypertension pendant la grossesse, d'une maladie qui s'appelle prééclampsie. Alors finalement, le but, c'est d'avoir la maman en bonne santé, avec le bébé en bonne santé à la maison. Alors, si c'est possible, et parce qu'il faut que ça soit possible aussi pour faire les contrôles, parce que le suivi, c'est pas le même, la disponibilité, c'est pas la même. Il faut aussi être capable de se déplacer, surtout nous qu'on travaille en Espagne, quand on travaille dans la distance, mais on peut faire un cycle naturel. Mais à grosso modo, le taux de réussite, c'est le même. Donc, il ne faut pas non plus s'angoisser si on n'a pas de cycle, il faut partir sur un traitement hormonal substitutif. Ça marche pareil. D'accord. Alors, attends. Parce qu'elle me met deuxième question. Alors, la première question, c'est comment se passe le protocole pour un transfert de don d'ovocytes quand on n'a plus ses règles? Bon, bah justement. Mais comme il n'y a pas les règles, qu'on est en ménopause et qu'on ne fait pas de traitement, mais c'est assez simple de s'organiser entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas synchroniser. Alors, d'habitude, si on fait avec un cycle hormonal, dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de règles, on attend les règles de la donneuse et la femme, elle commence son traitement, que ça peut être basé ou des patchs ou des cachets d'estrogène. Et les cachets d'estrogène, pardon? Pour préparer l'endomètre. On prépare une. Oui, il faut préparer l'endomètre. Il faut qu'on fasse grossir cet endomètre. Et ça, on le fait avec des médicaments, des molécules que c'est les estrogènes. Et au bout d'une semaine, 10 jours, 12 jours, on vérifie par une écho d'endomètre qu'il a bien poussé, qu'il a bien triple feuillé, qu'il a la bonne allure, la bonne épaisseur. Et si tout va bien, ben on va attendre que la donneuse elle fasse sa ponction. Et le jour après la ponction, c'est-à-dire le jour de la fécondation des ovocytes avec le sperme, mais on va commencer la progestérone pour préparer cet endomètre pour faire l'anidation, pour recevoir ce petit bébé de 5 jours, puisqu'on fait le transfert à J5, et c'est-à-dire 5 jours après le développement des embryons, on fait le transfert et on le met dans l'utérus. Donc c'est assez rapide. Quand on est en ménopause ou qu'on n'a pas les cycles, c'est assez facile de gérer, pour le dire d'une façon, du point de vue médical. On peut le faire aussi. Ben, moi, je l'ai eu fait en tout cas pour un simple transfert d'embryon de mes ovocytes. Quoi. Exactement, ou pour un cryotransfert. C'est-à-dire, une fois les embryons sont créés, ben, c'est beaucoup plus simple aussi, puisqu'il ne faut pas attendre la synchronisation avec la donneuse. On a déjà l'embryon. Et en fait, c'est aussi ça qu'on fait quand on part sur un cycle naturel. Une des options, c'est on crée les embryons en premier, et avec les règles suivantes, on organise le transfert sur un cycle naturel. Alors là, j'ai une question qui va te plaire. Alors, Ça va pas... On l'entend à chaque fois, cette question. À chaque journée qu'on fait, on l'entend. Donc, sac insémination négative, actuellement en attente d'un don d'ovocytes. Conseillez-vous de faire Matrice Lab? Alors, c'est ce que je dis toujours, non? Matrice Lab, c'est un test qu'ils font beaucoup en France et que nous, en Espagne, on n'a pas forcément l'expérience puisque ce n'est pas un test qui soit à niveau européen, pour le dire d'une façon, sinon que c'est très connu par les médecins français. Et moi, je ne connais pas bien l'évidence médicale sur le test Matrice Lab. Alors, comme on travaille dans la distance et on travaille main à main avec les médecins, les gynécologues français, parce que finalement, le suivi est en parallèle, que les patientes, elles font le suivi chez son docteur, mais finalement, il faut faire confiance au gynécologue qui la suit. Et si le gynécologue, il veut le proposer, ben on le fait. Si on ne le dit pas, moi, je ne le propose pas personnellement d'emblée. Parce que je n'ai pas l'expérience et je n'ai pas pu lire la littérature qui me fasse le préconiser, non, pour le dire d'une façon. Mais si son gynécologue le connaît mieux et veut le faire, ben, on suit le protocole. Finalement, c'est un travail en équipe pour aider les patientes. Alors, on va faire toujours le maximum pour qu'elle ait le meilleur résultat. Alors, attends, ça n'arrive pas dans l'ordre. Alors, bon, c'est pas grave. Ouais.
Alors, quelle différence entre ovocyte et ovule? En fait, il n'y a pas de différence, vraiment. C'est des façons de dire l'ovule ou l'ovocyte, mais c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de savoir que les ovocytes, ils peuvent être mûrs, pas mûrs, que ça peut être des vésicules germinales ou des ovocytes dégénérés, ou même que parfois les follicules sont vides. Et ça, c'est aussi ce qu'il faut bien comprendre aussi quand on fait la technique. Alors là, il y avait une question. Bonsoir Émilie, est-il préférable d'attendre d'avoir eu des enfants avant de faire un don? Est-ce douloureux? Donc là, je pense qu'on parle de don d'ovocytes, de donneuse. Oui, alors, pour faire le don, en tant que donneuse, non, j'ai compris. Alors, Je pense que c'est la question. bon, Hein, on va répondre les nous deux, le c'est dit. pas grave. Alors pour les donneuses, finalement, c'est indépendant, d'accord? Parce que quand on fait le don, c'est indépendant qu'on ait eu des enfants ou pas des enfants, puisque les donneuses, d'habitude, qui sont plus jeunes, entre 18 et 25 ans, au moins ici en Espagne, il n'y a pas beaucoup d'enfants, parce que la moyenne du premier enfant, c'est 32 ans ici en Espagne, non? Après, les femmes, les donneuses qui ont plus de 30 ans, ben, on sait parfois qu'elles ont une fertilité, que les deux options sont bonnes. C'est Alors, vraiment que... j'avais fait un live d'ailleurs avec cette personne, donc un live qui doit être en replay sur mon compte, hein, si ça peut intéresser, qui a fait don de ses ovocytes en France. Voilà, et qui l'a fait en ayant déjà des enfants. Donc en fait, les personnes qui se posent ce genre de questions, je vous invite à regarder du coup ce live, hyper intéressant, voilà, d'une donneuse d'ovocytes. Donc après la question, c'est de savoir si c'était douloureux ou pas. Alors, ici, nous, à la clinique, on fait toujours la ponction, que c'est un peu la partie douloureuse, entre guillemets, sous anesthésie générale, Alors, d'accord? pas Que, toujours le cas. oui, que ici, c'est une anesthésie qui est très légère, c'est une sédation. On est endormi, mais on respire par nous-mêmes, et ça dure à peu près 15-20 minutes. Alors, a priori, on peut être un peu gêné ou pas confortable, non? Parce que, bon, on a fait un traitement, on se sent un peu gonflé. C'est pas évident quand on fait un Ça, traitement, on n'est pas... on peut avoir une sensation de tiraillement dans les Oui, ovaires un peu comme avant les règles, non? Qu'on n'est pas très confortable. Mais après, les règles arrivent au bout d'une semaine. personnelles. Oui, il y a des personnes qui font de traitement et ressentent rien spécial. Elles font le traitement et ça y est. Tac, 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 ça j'ai répondu. Tac, tac, tac. Ah, coucou, Amandine. Coucou, comment cela se passe si l'endomètre ne grossit pas assez rapidement par rapport au cycle de la donneuse? Amandine a toujours des questions très pertinentes. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Euh, Si on fait un cycle synchronisé, ben, on demande de faire une écho d'habitude un peu plus tôt, peut-être à J7 ou à J10, et on essaie de le maintenir de regarder jusqu'à la fonction de la donneuse. D'accord? C'est-à-dire si on hésite, si c'est 5. Après, je vais dire un petit mot par rapport à l'épaisseur, mais si elle fait 5-6 mm, ben, peut-être on refait une autre écho en attendant la donneuse. Si vraiment c'est un endomètre qui ne va pas grossir, qu'on le voit que bon, on a tombé sur un mauvais cycle, l'ovaire ne répond pas ou quoi que ce soit, on peut congeler les embryons, c'est-à-dire on peut créer les embryons comme prévu, d'accord? On les congèle et le mois suivant, on va réessayer avec un autre protocole ou sur un cycle naturel. Ou bien, si parfois on a des ovocytes qui sont vitrifiés de backup, qu'on peut faire la ponction plus tard. Parfois, il y a deux donneuses qui vous correspondent bien et on peut attendre la suivante. Il y a plusieurs façons. Ça, c'est un peu parler avec la patiente, voir qu'est-ce que c'est plus important pour elle, quelles options on a nous en ce moment, parce que parfois, c'est pas la même semaine, on n'a pas les mêmes options. Mais c'est clair qu'on essaye toujours de faire le transfert et c'est le minimum avec un endomètre qui soit quand même joli, qui a une épaisseur minimale. Cependant, il y a des études là récemment qui montrent que l'épaisseur, c'est pas tellement important finalement, que on a des naissances avec des endomètres de 4,5 mm qui est triple feuillet, qui est joli et que ça a bien marché. Alors, la médecine, c'est jamais blanc ou noir. Alors, il faut parler, il faut voir quel est le cas par cas personnalisé et voir quelle est la meilleure option au moment où se trouve le souci. D'accord.
Alors là, il n'y a plus d'autres questions pour l'instant. Peut-être que tu peux nous dire déjà jusqu'à quel âge vous autorisez du coup les sites. Alors, en Espagne, le pays Espagne, la loi, il n'y a pas un âge limite tel que ça, d'accord? Mais après, il y a les sociétés de fertilité et les guidelines, d'accord, qui recommandent une grossesse jusqu'à 50 ans, moyenne. D'accord? Après, parfois, on fait un peu 51, mais bon, la limite, c'est 50 ans, d'accord? La limite établie. Et, et c'est pour les femmes, d'accord? C'est un peu la limite que les sociétés considèrent que le risque pour la grossesse, c'est pas en tant qu'on ne pourrait pas faire une grossesse plus tard, c'est plutôt que les risques sont acceptables pour une femme jusqu'à 50 ans. Quand je parle des risques, c'est les risques obstétriques, non, pendant toute la grossesse, d'accord? Les risques d'accouchement prématuré, les risques d'hypertension, de diabète, d'hémorragie postpartum aussi, parce que bon, finalement, l'utérus, il y a moins de collagène, c'est plus délicat aussi pour l'accouchement. Alors, il y a toutes ces petites questions qu'on tient compte et un peu la proposition générale, c'est autour des 50 ans. Merci. Alors, peut-on prendre de l'aspirine durant le transfert pour des raisons relatives au sang? Oui, alors, l'aspergique qu'on prend quand on est en traitement ou enceinte, c'est l'aspergique nourrisson, c'est le petit dosage. D'accord? Et oui, on le donne beaucoup et en fait, c'est démontré qu'après 40 ans, parfois, il y a des bénéfices de protection par rapport à l'hypertension ou à la vascularisation du placenta. Les chances d'accroche sont-elles... Ah ben non, ça on l'a déjà répondu. Y a-t-il une fenêtre maximum pour recevoir l'embryon, que ce soit en frais ou en congelé? Oui, ça c'est super important. C'est-à-dire vraiment la fenêtre de nidation quand on fait un traitement de PMA, c'est vraiment, il faut faire le transfert avec les jours de progestérone exacts. C'est-à-dire, on ne peut pas donner 10 jours de progestérone et faire le transfert. Il faut que ça soit, si l'embryon il a 5 jours, ben 5 jours de progestérone. Et ça, c'est une chose que oui, c'est très démontré par l'évidence médicale quand même qu'il faut respecter. Il y a Amandine qui nous dit merci, c'était très clair. Donc c'était une explication sur la... Je vous en prie. Peut-on choisir sa donneuse comme aux USA? Ben non. Ici en Espagne, on ne peut pas choisir. D'accord? On ne peut pas choisir la donneuse parce que finalement, c'est un don qu'on s'établit et la loi ne permet pas de choisir la donneuse. Ce que dit la loi, en fait, c'est qu'il faut trouver la donneuse qui ressemble le plus à la maman. D'accord? Et ça, c'est la loi qui le dit. Alors, il faut essayer de garder le même phénotype. D'accord? Quand je parle de phénotype, je veux dire ben, l'origine, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille. Ben, on essaye de faire toujours notre mieux. D'accord? C'est bien entendu. On ne va pas trouver quelqu'un identique puisque chaque personne, c'est unique. Mais c'est vrai que la loi, elle a été pensée pour que le bébé se reconnaisse sur la maman. D'accord? Alors, il faut essayer quand même de garder les caractéristiques physiques. D'accord? Nous, même à la clinique, on fait aussi le matching du point de vue de la personnalité. D'accord? Il faut savoir que c'est très général, mais c'est un petit test de quelques questions qui permet d'identifier un peu le tempérament. D'accord? Que ça serait peut-être le 5% du caractère qui est à l'origine génétique, comme quand on est plus courageux, quand on est petit ou quand on est plus prudent. Et ça, c'est un peu génétique, le tempérament. D'accord? Et on fait un test qui est gratuit, qui est optionnel et qui peuvent le faire aussi bien les patientes que les donneuses. Et si la patiente le désire, ben on peut aussi faire le matching dans ce point de vue. J'avais reçu une question au préalable aussi avant le live là, à savoir si la personne qui porte l'enfant transmet également son ADN à l'enfant ou pas. Alors, elle ne transmet pas l'ADN tel que ADN. D'accord? C'est très étudié aussi sur les souris et peut-être pas sur l'être humain parce que c'est un peu plus difficile de faire les études. Mais ce qui est bien connu, c'est qu'il y a le rôle de l'épigénétique. D'accord? Et en fait, l'épigénétique, c'est les gènes de la maman qui porte le bébé qui vont interactionner avec les gènes du bébé et ils vont moduler sa façon de s'exprimer. D'accord? C'est-à-dire, on peut mettre deux bébés souris pareil, peut-être dans deux souris différentes, et les bébés qui naissent sont différents par l'interaction avec les gènes de la maman qui le porte.
Et ça, c'est l'épigénétique, c'est un phénomène qui est de plus en plus connu, de plus en plus Et étudié. qui Et vraiment, ça joue. à souligner pour les personnes qui vont vers un don d'ovocytes ou qui s'interrogent pour un don d'ovocytes en se disant mais en fait ça sera pas mon enfant, il n'aura pas mon ADN. Oui, mais il aura Exactement. beaucoup plus que Oui, l'ADN en fait. il y aura comme toute l'imprégnation du point de vue génétique de la maman. Et après aussi, surtout, il faut savoir que la ressemblance, c'est en fait, c'est le jour à jour. C'est le bébé quand il grandit jusqu'à 5 ans, qu'il va faire les mêmes gestes, les mêmes sourires, la même façon de parler. Et c'est ça qui fait la ressemblance à la famille. À la maman, au papa, c'est surtout ça, non? La façon de parler, la façon de sourire, la façon de faire les gestes. Et ça, c'est en fait ce qui fait la ressemblance. Donc forcément, souvent, ils ressemblent tous. Mm, mm, Et que c'est Que pas, souvent- oui, c'est pas forcément parfois le phénotype être blond ou brun, ça peut changer, même si on est brun, parfois ça. Nous, on sait comment elle est la donneuse, mais le bébé qui va naître, ça, on le sait pas. Moi j'ai mon frère et ma belle-sœur, donc à l'époque, tous les deux très 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 bruns, vraiment foncés. Les trois sont nés blonds. Et c'est Oui, pour ça. oui. Voilà, donc bon. Et Oui, c'est un peu la surprise, non? enfin, c'est leur enfant naturel, ils l'ont fait naturellement, tu vois. Et pour autant, ils sont nés blonds, donc comme quoi. Oui, il y a toujours un gène parfois qu'on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, on essaie de faire notre mieux par rapport au phénotype quand on choisit la donneuse. Aussi, que je n'en ai pas parlé parce que c'est un peu plus compliqué, mais on peut faire un matching du point de vue génétique. Alors, ça, c'est un test qu'on fait sur le monsieur ou sur le donneur, si c'est un double don. Et on vérifie si on est porteur de quelques maladies récessives ou liées au chromosome X, d'accord, que ça se transmet. Et si on dépiste, parce que finalement, nous tous, on est porteurs de quelques mutations, d'accord? Parce que parfois, il y a eu des mutations qui nous ont permis d'évoluer, de survivre dans l'histoire ou la préhistoire. Et on est tous porteurs de quelque chose que maintenant, ça sert peut-être à rien, mais qu'on peut l'identifier et chercher une donneuse qu'elle ne soit pas porteuse de la même chose que le monsieur, pour éviter la coïncidence et minimiser le risque d'avoir un bébé avec un souci par rapport aux maladies récessives. Vous, à la clinique, vous avez votre propre banque de donneuses, de sperme aussi d'ailleurs. Les Votre deux, banque de- exactement. Nous, à la clinique, ce qui est bien aussi à la clinique, c'est qu'on a notre propre programme de don d'ovocytes et de don de sperme. C'est-à-dire, il y a une gynécologue chef qui s'occupe du programme de donation avec toute une équipe, bien sûr, avec la psychologue, les infirmières et l'autre gynécologue. Et on a le programme du don de sperme avec un andrologue, Dr Garcia, qui s'occupe aussi avec son équipe des donneurs qui viennent à la clinique. Donc, finalement, les donneuses, la plupart, 90%, elles habitent sur Barcelone ou aux alentours de Barcelone. Il y a beaucoup d'attentes quand on veut un don d'ovocytes chez vous. Non, il n'y a pas beaucoup d'attentes. La chance qu'on a sur Barcelone, c'est quand même que c'est une ville assez cosmopolite par rapport à ce qui concerne toutes les origines. C'est vrai qu'on n'est pas encore comme la France, mais parfois il peut y avoir une petite liste d'attente pour si on est d'origine africaine ou asiatique, mais ça, c'est pas très long, ça peut être 6 mois, 3 mois. Mais pour les autres origines, il n'y a pas de liste d'attente du tout. C'est-à-dire, on peut avoir les règles et au bout d'un mois et demi, on est en train de faire le transfert. Temps de synchroniser un peu le donneuse, compléter le dossier. Mais il n'y a pas de liste d'attente telle que ça. Alors là, on a une question. Si j'utilise un transfert d'embryon 5AA Mhm. et que le fœtus, et que j'ai maintenant seulement un embryon 3BB, est-ce que celui-ci peut fonctionner et quelle est la différence pour le bébé? Ça, c'est Alors, une est-ce que question. tu peux me répéter la première partie de la question? C'était un embryon 5A et qu'est-ce qui s'est Non, passé? alors, si je traduis ce que je comprends, elle a transféré 5AA qui n'a pas fonctionné. D'accord. Et là, maintenant, elle a un 3BB. Et bon, c'est la classification des embryons. Oui, alors, oui, exactement. La classification des embryons, c'est par rapport aux lettres et aux numéros, c'est comment elles sont de jolies. C'est-à-dire, le numéro, c'est comment elles sont épandus par rapport à la zone apellucida, parce que les embryons, quand ils font son stade de développement, à un moment donné, ils se mêlent tout ensemble et après, il faut qu'ils se réexpandent. Et il y a une partie qui va être la masse cellulaire, le trophectoderme, qui va donner lieu au placenta et au cordon ombilical, que c'est une des lettres qu'on a, le B. Et l'autre partie, que c'est la partie de la masse cellulaire interne qui va donner lieu au bébé. Alors, nous, on note par rapport à l'expansion avec les numéros 1, 2,
3, 4 ou 5. Et par rapport aux cellules, comment elles sont jolies, est-ce qu'il y a des fragments, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'elles sont compactées, est-ce qu'on voit bien les nucléos. Alors, on le note avec les lettres. D'accord? En tout cas, un 3 bébé, c'est un bon embryon. D'accord? Il est un peu plus petit, mais c'est de bonne qualité. Et tous les embryons, d'habitude, qui sont congelés, ce sont des embryons viables. Même s'ils ne sont pas super jolis, ils ont des chances de donner une grossesse. D'accord? Et il faut essayer, parce que parfois on en met un très joli et le dialogue entre l'endomètre et l'embryon, il ne s'est pas bien passé, il n'a pas fait l'anidation, mais après on en met un qui est peut-être moins joli, mais il s'entend mieux avec l'endomètre, il fait sa anidation et ça donne un bébé. Tu as un exemple comme ça, non? Oui, oui, oui. Ben, on a tout, quand on travaille pendant des années en PMA, on a tout Mais, vu presque. mais tu nous avais raconté à la dernière journée d'information qu'il y avait un embryon pour toi, tu comprenais pas pourquoi il le transférait et Oui, que finalement c'était un beau bébé. et c'était un très beau bébé. Mm. Oui, du moment où on le transfère, c'est toujours qu'il a des chances de donner un bébé, même s'il n'est pas forcément le plus joli ou le plus idéal, non? Alors là, Il est vivant, il est vivant. on a Flavie qui vient de se connecter, qui fait coucou. Flavie, elle n'est pas du tout Coucou. par un don d'ovocytes, c'est ses propres embryons, mais elle a ses jumelles, ce sont deux J2 qui ont été transférés ensemble parce qu'ils étaient vraiment pas beaux, quoi. Ouais, waouh. Elle a des jumelles. Donc bon. Bon, finalement, ils se sont bien. C'est ça, c'est aussi ce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mm. Mais il faut essayer, surtout si l'embryon il est vivant, il a des chances de donner une grossesse. Voilà, elle dit c'est ça. Voilà. Donc les OH des transferts, ils sont pas beaux. De manière, je n'y crois pas. Et voilà, aujourd'hui, elles ont plus d'un an, quoi. Donc voilà. Comme quoi. Top, top, top. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Je regarde s'il y en a que j'ai loupé. Quand je fronce des sourcils comme ça, c'est que j'ai mes voisins qui m'horripilent. Alors, si tu veux, je peux expliquer un peu, par exemple, un peu l'intérêt du don d'ovocytes et les taux de Yes. réussite, non? Parce que finalement, quand on part sur un don d'ovocytes, c'est aussi parce que parfois on a fait un parcours très long, surtout nous en Espagne, on voit des parcours très compliqués et très longs en France, non? Qui ont fait plusieurs tentatives qui n'ont pas fonctionné. Et comme il y a une liste d'attente quand même qui est pas négligeable en France, parfois elle se déplace en Espagne parce que nous on a un peu plus de chance dans ce sens-là et on a plus de disponibilité de dons, non? Et finalement, l'intérêt, comme je disais, du don, c'est l'âge de l'ovocyte et c'est ça vraiment qui nous donne des taux de réussite quand même qui après un transfert, un cycle de don d'embryon, on peut arriver quand même presque à 90% de taux de grossesse. Et ça, c'est très important, non? Parce que quand on vient, qu'on est fatigué d'avoir fait beaucoup de traitements, beaucoup de ponctions, beaucoup de transferts, savoir qu'il y a quand même une technique qui nous donne un peu plus d'espoir, c'est important. Et on arrive à avoir des taux de réussite par transfert, même de 65%, presque 70%. C'est-à-dire, il faut faire très attention que ce n'est pas le même taux de réussite par cycle et par transfert. Mais un taux de réussite par transfert de 65, 68%, 70%, c'est un taux très élevé. Tenant compte que nous, l'espèce humaine, on ne se reproduit pas super bien en général. On a des taux de grossesse quand on cherche un bébé naturellement de 17-20%. Alors, c'est quand même un taux de réussite quand même qui est très important. Et si on fait un double don, là, on a déjà le maximum de taux de réussite parce qu'on évite et on sélectionne à la base tout le facteur masculin, on l'enlève. Alors, est-ce qu'il y a des analyses génétiques de l'embryon avant l'implantation? Alors, avant l'implantation, en Espagne, on a le droit de faire le DPI, que c'est le diagnostic préimplantatoire. Qu'est-ce qui se passe? Que sur le don d'ovocytes, parfois, c'est pas tellement intéressant parce que on sait que les problèmes chromosomiques des embryons sont liés à l'âge. Alors, forcément, si les donneuses, elles sont jeunes, ben, c'est peu probable qu'on trouve un embryon avec des soucis chromosomiques. Par contre, c'est vrai que parfois, il faut tenir compte un peu de tout. Et s'il y a une altération dans le sperme, qu'on a fait des tests et il y a une fiche qui est pathologique, une méiose qui est pathologique, un test de fragmentation,
où il y a une histoire derrière de fausses couches inexpliquées, même si quand on était très jeune, ou qu'on a fait plusieurs transferts et ça marche pas, parfois on peut faire aussi le diagnostic préimplantatoire sur un don d'ovocytes pour avoir l'information, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et parfois, s'ils sont tous malades, ça nous permet aussi d'avoir cette information qui nous permet de changer le sperme. Parce que parfois, changer le sperme, c'est pas non plus très facile. Et bon, c'est une information que médicalement, s'il y a une indication, ben, on peut le faire en Espagne. D'habitude, la technique du DPI en Espagne, on le fait surtout dans les FIV avec nos ovocytes après 37 ans. Ou après 35, 36, 37, surtout 37, 38, à partir de cet âge-là, on le recommande pour éviter des fausses couches ou des aneuploïdies ou des petites trisomies. Mais sur un don d'ovocytes, ce n'est pas forcément une technique qu'on conseille directement. Pratiquez-vous le don d'embryon surnuméraire? Alors, bon, j'imagine que le don d'embryon, ben, c'est surnuméraire, c'est tous les embryons qu'il y a dans la banque d'embryons. Parce que, bon, il faut savoir que les embryons, quand on en a eu plusieurs et qu'on ne peut pas les... On a eu nos enfants et peut-être il reste d'autres embryons. S'ils réunissent les prérequis nécessaires, on peut donner les embryons à d'autres femmes ou à d'autres couples. D'accord? Ça, c'est... On vérifie, ben, comme je disais, non, tous les prérequis que l'embryon il est donnable, c'est-à-dire que par rapport à l'âge de l'ovocyte, par rapport aux antécédents médicaux, que c'est un embryon en bonne santé, presque comme si c'était un double don. Mais s'il a les mêmes prérequis, on peut le donner à d'autres femmes et à d'autres couples. C'est un peu ça, non, l'accueil d'embryons surnuméraires. Et un peu, ça, c'est un des programmes pionniers à la clinique qu'ils ont mis en place en 2004. Mais en fait, la clinique, elle est très connue par rapport au don d'embryons et à l'accueil d'embryons. Et c'est une technique qui marche très bien. C'est beaucoup plus économique qu'un double don. C'est vrai que c'est une tentative, mais c'est toujours une tentative d'un blastocyste de bonne qualité qui a des chances de grossesse et c'est beaucoup plus facile par rapport aussi à l'organisation et à la liste d'attente. D'accord? En fait, il faut savoir qu'en Espagne, on ne peut pas détruire les embryons par rapport à la loi. D'accord? La fin de la conservation, c'est très strict, c'est très limité. Et bon, c'est une option. Si on a les prérequis, on peut les donner. Il y a une deuxième question dans la même question, mais je ne comprends pas. Bon, lis, voir, on verra. Les taux de réussite sont-ils aussi bons qu'en transfert d'ovocytes et spermatozoïdes? Par rapport au don d'embryon, je pense, non? Le taux de... Alors, le taux de... Ah, le taux... par rapport aux embryons et au double don. Oui, je pense que c'est ça. Alors, c'est presque le même. C'est vrai que le taux de réussite du don d'embryon par transfert, on a un 57,1%. C'est quand même très bien, c'est presque 60%. Et pour un double don, on a presque 65, 68. Donc, on a un... Mais bon, c'est vrai que double don, parfois, c'est en frais, que c'est le meilleur embryon. En don d'embryon, parfois, ils sont très beaux. Mais bon, c'est vrai que parfois, il y en a quelques-uns qui ont déjà utilisé. Mais c'est un taux de réussite très acceptable et très bon même pour une technique et beaucoup plus accessible pour les femmes et pour les couples. Surtout pour les projets de grossesse qu'on dit, bon, moi, je veux un enfant. Mais on essaie avec un embryon. Notre gynéco nous a parlé du don d'ovocytes. Y a-t-il d'autres alternatives? Ben, ça dépend. Ça dépend du cas par cas. C'est vrai que ça dépend de l'âge. Si on a un âge quand même qui est favorable, même si on a une faible réserve ovarienne, nous en Espagne, on peut faire des ponctions même d'un follicule, de follicules, que ça, c'est aussi une différence par rapport à la France, je pense. La France, en fait, si tu en as, ça dépend des cliniques, en fait. En France, il y a des cliniques en dessous de 5 follicules, elles ne fonctionnent pas. Il y en a d'autres, c'est en dessous de 3. Elles fonctionnent. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes quand elles arrivent, bah voilà, on annule tout, on ne fonctionne pas parce qu'il n'y a que 3 follicules. Mais moi, j'ai vraiment envie de tester avec mes propres ovocytes. Là, je leur conseille effectivement d'aller voir à l'étranger où, même s'il y a un seul follicule, on va leur prélever. Donc, elles ont Oui, parce que... une chance d'essayer avec leurs ovocytes. Exactement. Si, parce que finalement,
la ponction ovocytaire, on peut l'annuler ou on peut ne pas la faire si on attend beaucoup mieux. C'est-à-dire, bon, on fait un cycle, on fait une stimulation, il y a 2 follicules, mais on a une super AMH et d'habitude, on a une réserve de 12 follicules. Oui, là, il y a un suivi d'un coup. Exactement. Alors, on peut dire, allez, on arrête et on recommence le mois suivant. Mais si l'AMH, elle est faible et notre comptage folliculaire, il est de 1 plus 2, mais il faut y aller. Si on est jeune ou on a moins de 40 ans, pour le dire d'une façon, ben, il faut y aller pour essayer de prélever les ovocytes parce que finalement, on a besoin d'un ovocyte bon, d'un embryon bon pour avoir un bébé bon. Et la technique qu'on a aussi, c'est la FIV accumulation, non? Que c'est pour les femmes, que vraiment elles tiennent à essayer avec ces ovocytes à elles. Ben on peut essayer de faire ponction à ponction, de cumuler 1, 2, 1, 3, jusqu'à qu'on a un numéro acceptable d'embryon. Alors, la personne qui nous a posé la question tout à l'heure qui nous a dit que son médecin lui préconisait un don d'ovocytes, elle nous dit « J'ai eu 3 belles ponctions, 3, 7 et 5 embryons à J5. » Oui. Donc là, moi, ce que je te conseille, Justine Holidays Pet, c'est d'envoyer tes coordonnées en privé, comme ça je les transfère directement à la clinique qui prend contact avec toi. Et je pense que là, c'est un cas où il faut vraiment avoir un rendez-vous. Oui, les cas particuliers, il faut les discuter en consultation, il faut avoir tout le dossier. Parce qu'en fait, ça peut être, alors peut-être, je ne suis pas médecin, hein, mais moi, ça serait ma cliente, je lui conseillerais effectivement d'aller discuter avec toi pour parler peut-être de DPI. Oui, ça, exactement. En fait, à chaque FIV qu'on fait, il faut apprendre quelque chose pour s'améliorer pour la suivante ou au moins comprendre qu'est-ce qui nous échappe, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça, c'est important, non? C'est avoir ces informations-là ou ces petits détails qui font avec l'expérience et la connaissance de savoir comment on peut aider les patientes et quelle est la meilleure technique. Ah, Kofi, mon ami. Oui, mais il dit bonjour Anna, tu la reconnais? Ah, Elle a l'air aimable. non, Je suis en moi. non, elle m'aime pas beaucoup, on sait. Bah, je l'ai vu une fois. Ouais. Non, je pense que c'est intéressant dans ce cas-là de discuter avec un gynécologue. Ouais. Oui, parfois il y a le facteur masculin aussi, que ici on a des techniques aussi qu'on peut utiliser que peut-être n'existent pas, comme Bah, le chip. Il y a plein de petites choses voilà, on n'a pas le qu'on peut discuter. sauf cas, voilà. Donc, ils ont tendance à envoyer directement en don d'ovocytes. Donc, effectivement, si on veut pas, voilà, si on est prêt à aller à l'étranger et à dépenser un peu d'argent, parce que Oui. en France on bien, effectivement, je pense que ça peut être intéressant de discuter avec un médecin en tout cas et de voir s'il n'est pas plus intéressant de faire une FIV avec des pays plutôt que directement un don d'ovocytes. Oui, le DPI finalement, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Parce que si on fait une FIV et on voit que tous les embryons sont malades, ben on a une explication de pourquoi il faut aller vers un don d'ovocytes. Et passer à un don d'ovocytes, parfois, ben, c'est très simple parce qu'on a bien travaillé ça avant, mais parfois, c'est pas évident. Il faut faire un cheminement ou se faire aider, non, se faire accompagner parce qu'il y a plein de questions qui peuvent se poser, non? Qu'est-ce qu'on explique au bébé? Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui demandent? À la famille? À quel âge on l'explique? Comment on l'explique? Et tout ça précise, non? D'une connaissance ou d'avoir fait un travail, non? Un cheminement derrière avant de changer l'ovocyte et changer la technique. D'ailleurs, la semaine prochaine, je fais un live avec une patiente qui a eu, enfin une patiente, une femme qui a eu recours au don d'ovocytes. Ça va être très intéressant, on va le voir. Ça peut répondre à pas mal de questions que peuvent se poser les femmes qui sont dans ce cheminement justement de... Oui, et maintenant, à chaque fois, il y a plus de podcasts aussi et parfois... Il y a ta copine qui a un coup de folie là. Elle court partout. Les lives, ça l'excite toujours un peu les lives. Bon. Mais bon, c'est un peu ça. Je regarde, mais ça fait déjà 45 minutes. Hein. Je regarde si on a d'autres questions. Oui, ça m'a passé super vite. Mais oui. Je sais pas si... Oui, mais bon, surtout, je pense que le plus important, on a parlé un peu de tout, non? C'est
c'est la bonne indication pour, Mm. et savoir qu'il n'y a pas de liste d'attente. Que pour prendre un rendez-vous, ben, on peut le prendre à travers Émilie ou avec la clinique, mais surtout, euh, c'est ça, non? Qu'on est assez réactif, il n'y a pas de liste d'attente non plus pour le rendez-vous, Mm. qu'on a Et une façon de travailler très personnalisée, non? ouais. Et puis, ça n'engage en rien de faire un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est gratuit. Et par exemple, si on est plusieurs gynécologues à parler français, on a chacun son équipe. Mais bon, dans mon équipe à moi, ben, il y a Marie-Liana, Véronica, qui s'occupent du lien entre la patiente et moi, qu'elles sont les assistantes médicales. Il y a Carla, Malika, qu'elles font les assistantes du patient, du côté plutôt administratif. Mais la responsable du dossier, la gynécologue, c'est toujours moi du début jusqu'à la fin, non? Pour mes patientes à moi. Après, il y a Dr. Walker, Dr. Garcia Faura aussi qui s'occupe des patientes françaises. Et bon, on est une équipe Bon, quand même si vous, qu'on est bienveillante. si vous passez par moi, c'est Anna, la gynécologue. Faites nos Exactement. dossiers ensemble. Et les rendez-vous peuvent se faire en visio. Il y a la question là, ils peuvent se faire en visio. Et c'est un rendez-vous de 3/4 d'heure, 1 heure. On parle tranquillement. Si vous avez des examens auparavant et vous les envoyez, ben, on prend un peu aussi le temps d'analyser le dossier. En les envoyant Et à l'avance. oui, Pas il faut les envoyer bien à l'avance parce qu'ils passent par le premier contact, par l'assistante médicale et finalement, c'est moi qui les révise. Alors bon, tout ce qu'on fait avec du temps, ben, ça se passe mieux. Mais on prend soin des patientes aussi. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, je pense qu'effectivement, au niveau du don d'ovocytes, en tout cas pour ce soir où on traitait le don d'ovocytes exclusivement, Oui. on a fait le tour. Ne pas hésiter à se faire accompagner aussi quand on. Après, il y a des femmes qui font très bien la transition vers un don d'ovocytes pour qui ça. Oui, Voilà. C'est un peu plus difficile. Moi, j'ai des clientes c'est plus difficile et donc on a besoin de travailler un peu sur ce, je perds mes mots, il est tard, mais sur le cheminement en oui. fait et voilà, sur la... Oui, parfois c'est pas facile, mais bon, plus on connaît les gens, plus on a du soutien, des livres. Ben, il y a beaucoup d'expériences que maintenant c'est moins tabou et on peut en parler de plus en plus. Et c'est beaucoup plus rassurant aussi si on connaît. Ben, on fait les événements aussi pour partager un peu des témoignages. Parfois, ben, on peut se faire aider. Ah, bonne question ça. Oui, oui, il y a des patientes qui le font, qui pensent Ouais. beaucoup à la donneuse, qui font des lettres très jolies et on passe aussi là. Et vous pouvez du coup passer la lettre à la donneuse. Oh oui, on lui explique au moins. On lui explique, on lui lit. Oui, oui, mais oui, oui, c'est très, très sympa et c'est très, très Il y a touchant, pas... non, quand ça arrive aussi. Parce que la donneuse, elle pense beaucoup aussi à la patiente quand elle l'aide. Et on le voit, moi, parfois au bloc opératoire, parce que c'est là où je les vois plus, puisque je fais pas, je m'occupe pas de programme de donation, je m'occupe des patientes. Mais les patientes aussi, quand elles demandent pour les donneuses, ben, on leur passe le message. Ouais, voilà, tout ça sans coordonnées, tout en restant anonyme, on Oui, est bien oui, d'accord. c'est anonyme, il n'y a aucune façon de contacter directement ni de connaître l'identité, mais le message, on le passe. Cool, chouette. Bon, bah, je pense qu'on a fait. Oui, bon, c'était très agréable de se reparler, de partager cette soirée avec vous. Et bon, je vous remercie énormément d'être tous ici parce que bon, il y avait pas mal de gens aussi connectés, alors Bah, c'était bien. à toi de pouvoir de nous fournir toutes ces informations, de pouvoir répondre à toutes les questions que les femmes se posent. Merci. On est là pour ça. De toute manière, on travaille. Exactement. Oui, c'est ça, c'est le but, c'est ça, c'est aider les patientes à avoir son traitement. Je vais profiter de chaque live pour faire un tout petit peu de pub Mais oui, pour mon festival Bien-être et Fertilité que j'organise début juin. Donc, ce festival est soutenu par l'Institut Marquès. Docteur Malafré, ici présente, sera là durant ce week-end. J'imagine qu'il y aura également Andrés pour celles qui oui, ont le team. participé aux journées d'information avec l'Institut Marquès. Andrés, c'est un assistant patient. Mais ça va pas bien, toi, ce soir, là? L'autre, elle est complètement excitée. Oui, j'ai entendu Ouais. de verre.
Voilà, donc ce festival est ouvert à toutes et tous. Il se déroule sur Lyon, mais même si vous n'êtes pas de Lyon, vous êtes les bienvenus, bien au contraire. Voilà, c'est l'occasion de venir visiter notre belle ville. C'est le 1er et le 2 juin. N'hésitez pas à aller suivre la page Instagram pour avoir toutes les informations. Voilà, et il y a également Flavie, donc, qui est connectée au live ce soir, qui est l'ambassadrice de ce festival, qui sera là également avec les produits de sa boutique. Voilà, donc qui est là aussi pour vous accompagner durant vos différents protocoles PMA. Voilà. Super, ben, très envie d'y aller, d'y être. Ouais, ça va être chouette. Enfin, en tout cas, je vais faire en sorte que ça soit vraiment un événement chaleureux, bienveillant, cocooning, où les femmes se sentent bien et trouvent en tout cas tous les renseignements pour les accompagner dans leur parcours PMA. Voilà. Donc, j'ai eu une question aussi aujourd'hui. La précision, c'est que l'Institut Marquès est la seule et unique clinique présente sur ce festival. Ce n'est pas le but, c'est vraiment de rassembler des professionnels, thérapeutes, créateurs, voilà, surtout pas des cliniques. L'Institut Marquès sera là parce que je collabore avec et que c'est une clinique qui est vraiment proche de ses patients, qui se préoccupe vraiment du bien-être de ses patients. Et donc, pour ça, pour moi, c'était évident que la clinique soit là et qu'Anna soit là. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore bien vu la clinique, allez voir les vidéos. Messieurs, allez voir les vidéos de la clinique, vous ne serez pas déçus. Super. Bon, ben on se revoit dans le prochain live. On se voit dans le prochain live. Si vous avez des envies, des idées de sujets pour le prochain live, on n'a pas encore calé le sujet avec Anna, il me semble. Hein, non, on l'a pas calé. Non, on n'a pas. Surprise. Bon, on vous écoute. Voilà, donc si vous avez des envies, voilà, ce soir on a fait le tour de vos sites et la prochaine fois on fait ce que vous voulez, vous pouvez nous le dire en message. Je ferai peut-être une petite story avec une petite boîte à... Allez, super. Bon. N'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre contact avec la clinique, vous les contactez directement ou vous m'envoyez un message privé avec vos coordonnées et je m'occupe de tout transmettre à Anna. Voilà. Bon, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci Anna. Bonne soirée.